الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mesdames et messieurs, honorable assistance, donc je suis très honoré aujourd'hui de participer bien sûr aux travaux de cette conférence. Tout d'abord en tant que Ibn Khalifa, le fils de cette ville, qui m'est très cher, mais également en tant qu'enseignant-chercheur. Sincèrement, je suis très content et par la même occasion, je félicite bien sûr toutes celles et ceux qui ont travaillé sur ce séminaire, sur cette conférence. Parce qu'effectivement, il s'inscrit dans le cadre d'un certain nombre de travaux que nous avons initiés, c'est-à-dire un certain nombre de chercheurs natifs et également invités à Khalifa. Ça a commencé bien sûr par la justice territoriale sur l'extension du noyau universitaire et nous voilà aujourd'hui sur le modèle de développement des zones montagneuses et rurales. Je ne vous cache pas sincèrement que je n'ai pas en fait une intervention ou une communication, c'est-à-dire prête. Vous voyez que l'intitulé de mon intervention porte sur la montagne, sur la loi de la montagne, ou le droit à la montagne, ou le droit de la montagne. Bref, les dénominations sont nombreuses. Mais justement, je suis là pour réfléchir avec vous sur la possibilité de mettre en place une loi. Parce qu'effectivement, le professeur Al-Ghali, c'est un professeur, bien sûr, de Sciences Po, mais également un professeur de droit public, et moi je suis un professeur de droit privé. Mais je pense, vous allez voir que nous allons se croiser. C'est l'intérêt d'ailleurs de cette journée. C'est de porter un regard croisé entre un certain nombre de disciplines et de chercheurs sur ce modèle de développement, bien sûr, qui nous interpelle tous. Comment mettre en place, bien sûr, des politiques publiques et comment, bien sûr, trouver un modèle adéquat pour résoudre, bien sûr, tous les problèmes qui sont inhérents, bien sûr, au développement et à la question du développement durable. Et donc, moi, je suis parti un petit peu des... C'est la démarche, en fait, et c'est ma méthodologie. Donc, je suis parti d'un certain nombre, bien sûr, de recherches en droit comparé. Et donc, je suis allé voir pourquoi au Maroc, il n'y a pas de loi régissant, bien sûr, les zones montagneuses. Et je parle de la zone et je reviens sur cette question de zone, parce que même ce titre pose problème. Al-Manatiq al-Jabaliya ou al-Qarawiyya. Et non pas la montagne et le monde rural ou le milieu rural. En France, en 1985, même en 1800, ils ont réfléchi à mettre en place un code rural. Et en 1985, ils ont mis une loi spéciale. C'est ce qu'on appelle la loi montagne. Il a été modifié plus tard. Et au Maroc, à part, bien sûr, un congrès international à Fès, où pour la première fois a été évoquée cette question, bien sûr, de loi de la montagne, personne n'en dit pas un mot. Et moi, en tant que chercheur, j'interpelle bien sûr le législateur marocain, pourquoi il n'y a pas de loi réservée bien sûr à ces zones. D'autant plus que nous avons des études, et je rejoins ce qui a été dit par le professeur et mon collègue et confrère, le professeur Ghali, sur le rapport du Conseil économique et social. Parmi ces recommandations, la première recommandation, bien sûr, de ce Conseil est de dire qu'il faut mettre en place au Maroc, dans un premier temps, une loi cadre régissant la montagne. Il ne l'a pas appelé la montagne, mais il l'a appelé en fait le milieu rural. Al-Wasat al-Qarawi, Walaysa al-Jabali. Pourquoi? Est-ce que le milieu rural, c'est le milieu, bien sûr, c'est la montagne? Non. Je vais vous démontrer pourquoi. Et après, il dit, après bien sûr avoir mis en place cette loi cadre, on va évoluer vers un code rural. Et ce sont des recommandations bien sûr faites par un conseil qui a une notoriété scientifique dans le cadre bien sûr de ces recherches.
Mais en fait, tout le monde s'accorde qu'il y a des inégalités socio-économiques entre, bien sûr, le milieu rural et le milieu urbain, entre même le milieu rural et entre la montagne et le milieu rural. Le professeur Ali également a évoqué quelque chose ou deux choses intéressantes dans son intervention. Et là, bien sûr, je fais toujours le lien. Il a évoqué la notion d'ordre public. Le maintien de l'ordre public nécessite bien sûr un cadre légal. On ne peut pas maintenir l'ordre public comme ça, parce que ça touche aux libertés, ça touche à la justice, etc. Mais également, il a évoqué la responsabilité de l'État. La responsabilité morale de l'État ou la responsabilité sociale de l'État, est-ce que c'est une responsabilité de résultat ou de moyens? Toujours dans la recherche, bien sûr, on doit comparer. Les législations comparées, bien sûr, on met en place une réglementation spécifique pour la montagne, et je dis bien spécifique pour la montagne, et là j'interpelle bien sûr la règle de droit, pour répondre aux besoins et aux particularités, bien sûr, de la montagne. Ils ont même mis en place un droit de la montagne. Mais moi, ce qui m'interpelle avec vous, c'est qu'en fait, je ne sais pas, certainement il y a des juristes parmi vous, la règle de droit, c'est une règle générale, permanente, abstraite et impersonnelle. Et d'ailleurs, c'est la Constitution qui le dit, non pas seulement la règle de la loi. Et là, je rejoins toujours mon confrère et collègue Oussad Ghali. Même si je suis un professeur de droit privé, je dois puiser, bien sûr, dans la hiérarchie des normes, dans la Constitution, pour ne pas puiser dans les dispositions internationales qui ont, bien sûr, la primauté sur le droit interne. L'article 6 de la Constitution marocaine prévoit dans son paragraphe 1er, donc je passe, nous sommes tous, personnes physiques et morales, y compris les pouvoirs publics, égaux devant la loi, et on doit tous se soumettre à cette loi. Ça veut dire que tous les Marocains sont égaux devant la loi. Ça veut dire qu'il n'y a pas lieu de mettre des lois spéciales pour des catégories spéciales. C'est ça que ça veut dire concrètement. Et d'ailleurs, la Constitution française de 1791 prévoit ceci. Il n'y a plus pour aucune partie de la nation, ni pour aucun individu, aucun privilège, ni exception au droit commun. Et c'est ça, à mon avis, qui pose problème pour le législateur marocain. Comment peut-on mettre en place une loi spéciale? Parce que derrière cette loi spéciale, en fait, on doit accompagner le développement. C'est ça l'intérêt. Mais l'accompagner, comment? Donc, on doit mettre en place une loi pour la montagne, une loi pour la ville, une loi, je ne sais pas, pour les plaines, une loi pour le littoral, une loi pour la mer, etc., etc. Et justement, ça va à l'encontre, bien sûr, de la généralité et de la globalité de la règle de droit. Mais pour moi, c'est-à-dire le fondement, parce qu'en fait, je cherche un fondement pour cette loi spéciale, ou pour ces dérogations qu'il faudrait mettre à la disposition, bien sûr, de ce monde rural et ce monde, bien sûr, et le milieu montagneux, ou les zones montagnardes. Également, dans le deuxième paragraphe de l'article 6 de la Constitution, vous avez bien sûr que les pouvoirs publics œuvrent à la création des conditions permettant de se prévaloir de l'effectivité, de la liberté et de la légalité. Ça veut dire, dans le cadre de ce qu'on appelle, et ça c'est l'article 40 de la Constitution, la solidarité nationale. Dans le cadre de la solidarité nationale, on doit mettre en place des dispositions permettant d'accompagner, bien sûr, ce monde rural qui est à la fois une contrainte et une richesse. Parce que la montagne et le monde rural n'est pas seulement une contrainte, c'est également une richesse. Mais comment peut-on mettre en place des règles permettant, bien sûr, à ce monde d'évoluer et de progresser? Donc, vous remarquez aussi bien que moi que le législateur, bien sûr, dénote sa passion pour l'égalité. Autrement dit, il est contre tout ce qui est exception, tout ce qui peut mettre en péril, bien sûr, cette légalité de la loi.
Parce que pour lui, pour le législateur, les exceptions, les exemptions, les exonérations, les dispenses et les dérogations semblent mettre à mal ce principe de l'égalité de la vie. Je fais un petit peu de la philosophie du droit, mais juste pour vous montrer, d'après moi, d'après mes recherches, pourquoi nous n'avons pas une loi montagne? Parce que ça a été fait en Italie en 1900, en France depuis 1800, le code rural, c'est plus général. Et au Maroc, ça a été prononcé, d'après mes recherches, dans un congrès international à Fès, je pense en 2017, mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a ni projet de loi, ni, c'est-à-dire une proposition de loi permettant bien sûr de réfléchir sur la question et de la soulever. Parce qu'il cache derrière un certain nombre de choses. Ce nombre de choses, et c'est mon deuxième point, bien sûr, de cette intervention, c'est comment définir la zone de montagne. Où commence la zone de montagne et où s'arrête? C'est ça la difficulté en fait du législateur. من أين يبدأ الجبل وأين ينتهي؟ من أين تبدأ المدينة وأين تنتهي؟ من أين تبدأ القرية وأين تنتهي؟ هذا هو السؤال العميق بالنسبة لي من بين الإشكاليات التي يجب على المشرع أن يجد لها حل، وهي أن يحدد معايير، لأن من وراء المعايير لا بد من الاستفادة من المجهود الوطني أو من يعني المنتوج الوطني وبطريقة متساوية. Et donc pour moi c'est ça en fait la première difficulté, c'est de définir la zone de montagne. Parce que contrairement aux apparences, la zone de montagne n'est pas évidente à définir. La montagne évoque l'altitude, la montagne évoque le relief, évoque le climat et évoque la vie humaine. Donc comment, c'est ça en fait la définition de la montagne dans l'article 3 de la loi française de 1985. La montagne égale 4 choses. Et il faut d'abord définir l'altitude, il faut le relief, le climat et la vie humaine. À partir de quel nombre, bien sûr, d'habitants pour dire que nous sommes en telle zone. La combinaison de ces choses, en tant que juriste, me pose problème. Comment transformer la montagne, qui est quelque chose de nature, c'est-à-dire c'est la nature en fait, comment la transformer à une montagne légale? Comment passer bien sûr de la nature à quelque chose de juridique, de quantifiable? Parce que, pourquoi le légal? Parce que demain si on est en conflit, on doit aller devant la juridiction. Et si on va devant la juridiction, il faut trouver bien sûr des solutions à ces litiges. Encore, cette notion, bien sûr, le droit n'offre cependant pas de définition claire de la montagne. Il désigne simplement des zones de montagne. داكشي حتى الاخوان فاش داروا اللافته سموها المناطق الجبليه لان ما لقاو لها شي مفهوم اخر. ولكن المنطقه الجبليه اين تبدا واين تنتهي؟ حتى نستفيد سواسيا من هذه المنطقه الجبليه. Également, et c'est pourquoi d'ailleurs les textes, même le rapport du Conseil économique et social, parle de tel texte ou de tel texte. Il disait simplement des zones de montagne au sens de tel texte ou de tel texte. Tout à l'heure, nous avons parlé de l'environnement. On va parler de l'urbanisme, qui pose un grand problème également. On va parler de la notion de ville et de la notion c'est-à-dire le monde rural. Et d'ailleurs, ceci s'est posé en France en 1960. L'exode rural en 1960 a poussé les autorités françaises à mettre en place ce qu'on appelle le droit de la ville. Mais plus tard, l'exode urbain a transformé la chose et on pense aujourd'hui à parler du droit de la campagne. Regardez cette dynamique, comment, bien sûr, influe sur la stratégie et, bien sûr, sur les politiques publiques. Le deuxième point qui me pose problème, c'est la contradiction entre la ville et la campagne. Ou sur ce qu'on appelle l'étalement urbain. Nous avons avec nous monsieur le directeur, bien sûr, de l'agence urbaine, grand ami et professeur, que je remercie beaucoup. Certainement, il va parler de cette notion de l'étalement urbain. Parce qu'en fait, cet étalement urbain va agir sur la campagne.
et comment le freiner. Et donc la ville et la campagne, ils ont une relation complémentaire. كتمشي في المدينه واحد الوقت بلا ما كتحس كتكون في العالم القروي والعكس صحيح. دونك كاين لا كومبليمون مي ايغالمون il y a une relation d'exclusivité. كل وحده كتدفع الاخرى عليها. Parce que bien sûr les intérêts parfois sont contradictoires. Et donc cette notion de l'étalement urbain comme une action de la ville sur la campagne, ou inversement comme une réaction de la campagne sur la ville, me pose problème en tant que juriste, bien sûr, pour trouver, bien sûr, un compromis entre ces deux surfaces. Aujourd'hui, on parle de ce qu'on appelle l'urbanisme diffuse. Il n'est ni rural ni urbain. Il est entre les deux. Est-ce qu'il bénéficie de cette loi ou non? Le troisième point et mon dernier point pour rester dans les temps, sans être bien sûr rappelé à l'ordre par Monsieur le Président, je passe bien sûr à cette notion de mise en œuvre. Donc la mise en œuvre de la loi française de 1985 a été mise en œuvre en tenant compte de 3 conditions fondamentales. Parce qu'en fait, la campagne, comme je viens de le dire, c'est une richesse, mais également c'est un handicap. L'handicap est lié à l'altitude, à la pente et au climat. Et bien sûr, ces 3 facteurs, ce sont ce qu'on appelle les facteurs qui définissent l'indice d'handicap. Parce qu'en fait, le plus important de cette loi, هي نوضعوا واحد القانون ونوضعوا معايير لجميع الجماعات التي تقع في هذا العالم القروي أو الجبلي يجب أن تستفيد من إعانات. والدولة ما بغاتش دير هذا الشيء. لأن دخلت في هذا الشيء هذا، أولا خاصنا نحددوا هذه المعايير اللي كنتكلم عليها واللي دولة أخرى حددتها وكتعطي عليها ce qu'on appelle en fonction d'un indice d'handicap. Et dans les régions, ما بين فرنسا ولا روسي لا بلجيك etc. cet indice et cette altitude varie. كاين واحد المسألة اللي عندها 300 متر ديال العلو كتستافد، وكاينه منطقة أخرى عندها 800 وما كتستافدش. إلى غير ذلك parce qu'il faudrait mettre en relation et en combinaison ces 3 facteurs, plus le facteur humain, pour définir effectivement cet indice d'handicap. Voilà mes chers amis, ma petite réflexion sur cette loi de la montagne et sur bien sûr les difficultés de sa mise en œuvre. Le dernier point, en fait, la loi de la montagne telle qu'elle est bien sûr mise en œuvre en droit comparé, en fait, il est simple. C'est une étude technique. Ce sont bien sûr des indices et des paramètres qui définissent un certain nombre de critères. Et à partir de ces critères, on va classer les régions, montagnes, rurales, urbains, périurbains, etc. Et combien même de communes parfois bénéficient d'une autre commune. Il n'est pas rural, il n'est pas montagneuse, mais il bénéficie de communes voisines. Il faut également leur trouver un indice. Voilà mes chers amis les difficultés que je viens bien sûr de déceler. Et à mon avis en tant que juriste, qu'il faut résoudre pour mettre en place bien sûr une loi de la montagne et pour sa mise en œuvre. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée.